Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 26e épisode de recevoir Geoffrey Lougassi. Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour Joël, je vais très bien. Et toi? Écoute, c'est un plaisir de te recevoir pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, au travers desquels nous allons découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Comme je l'ai dit, nous étions déjà la semaine dernière à Aix, nous y restons en France, à Aix-en-Provence, et nous avons le plaisir donc de discuter avec Geoffrey qui va nous parler. Mais Geoffrey, tu connais le principe, peux-tu te présenter brièvement s'il te plaît? Écoute Joël, c'est avec plaisir. Déjà, je te remercie de ton accueil. Et pour me présenter rapidement, donc, je suis hypnologue depuis maintenant 10 ans. Qu'est-ce que c'est hypnologue? Il y en a qui l'appellent hypnothérapeute, c'est la même chose. Le principe, c'est d'aider grâce à l'hypnose les gens à régler certaines problématiques. Partant de là, j'ai été amené à travailler avec beaucoup d'entreprises jusqu'au jour où j'ai croisé la route de Shakir, qui était donc spécialiste dans la réalité virtuelle. J'ai découvert cet univers et de là, on s'est mis ensemble en tête de monter un projet. Oh. Et de là est né Infobia, le projet que je vais vous présenter ce soir à tous. Écoute, très bien. Donc Infobia, donc on combine l'activité de thérapeute d'hypnose et les lunettes de réalité virtuelle, c'est ça, hein? Alors, initialement, c'était ça. Le principe, c'était qu'on combiner, comme tu l'as si bien dit, la tradition à la modernité. Projet un peu dévié parce que finalement, nous avons travaillé avec des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres même, pour faire un outil qui s'adapte à tous les praticiens de la thérapie grâce à la réalité virtuelle. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Infobia? Si on devait le résumer, c'est une solution complète qui a pour vocation en quelque sorte d'accélérer et d'optimiser le traitement des phobies. Donc on s'est vraiment orienté sur les phobies, j'y reviendrai tout à l'heure. D'abord, est-ce que tout le monde connaît la réalité virtuelle, tu penses? Ou peut-être qu'il faudrait la développer? On va développer la partie réalité virtuelle et puis après on va parler des phobies. Donc en réalité virtuelle, moi je pense que certains de nos auditeurs nous suivent et c'est plutôt des gamers. On peut faire le parallèle dessus, je pense. Exactement. Initialement, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet à une personne de naviguer à l'intérieur d'un environnement en 3 dimensions, qu'on recrée artificiellement. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est en temps réel. Donc souvent, c'est à l'aide d'un casque. Il existe d'autres techniques, mais ce qu'on connaît tous, c'est le casque. Et en l'occurrence, donc la personne dans le gaming met le casque, elle peut se retrouver à jouer avec des manettes dans cet environnement. On a repris le concept, c'est-à-dire qu'on garde le casque, on garde les manettes, sauf qu'on n'est plus vraiment dans un jeu. Nous, on rentre dans un scénario qui va être adapté à la phobie de la personne. On s'est orienté sur 6 phobies. D'accord. La première, celle qu'on a choisie, c'est l'amaxophobie. Donc on va définir un peu les phobies. On passe dans le médical là du coup. Donc les peurs. Hein. Exactement. Donc il existe une multitude de phobies. On ne pouvait pas toutes les faire, c'était impossible. Oui. Donc on a fait quelques recherches, on a fait quelques sondages, et il y a effectivement des phobies. Je pense notamment à la phobie du serpent, qui est très commune. On retrouve énormément de personnes qui ont cette phobie. Cela étant dit, ces personnes-là ne cherchent pas forcément à être aidées, à être accompagnées sur cette phobie, car on ne croise pas tous les jours un serpent, surtout dans les grandes villes voilà. Donc même si les gens sont phobiques, finalement ça les intéressait pas de travailler dessus. D'accord. Donc on s'est orienté sur des phobies qui étaient où les gens demandaient de l'aide. C'est-à-dire voilà. Donc on en a choisi 6 pour commencer. La première, c'est celle qui a eu le plus de demandes d'ailleurs, c'est l'amaxophobie. Alors qu'est-ce que c'est l'amaxophobie? Tout simplement, c'est la peur de conduire. Ça peut être la peur de la vitesse, comme la peur de conduire tout simplement en ville ou sur l'autoroute. D'accord. On a fait un premier programme où justement en réalité virtuelle, on est dans une voiture, et on va pouvoir reconduire sans risque. En fait, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et on risque aucun accident. Et même si on fait une crise de panique au volant, on peut tout arrêter. Okay. On peut tout arrêter. Bien évidemment, le but n'est pas de provoquer une crise de panique, que ce soit au volant ou ailleurs chez le patient. Le but, ça va être déjà de l'amener graduellement à affronter sa phobie. C'est-à-dire que la voiture, derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le praticien contrôle l'interface que voit le client. D'accord. Donc autant le client peut conduire,
le praticien, lui, derrière, va pouvoir générer différentes interventions, interactions. Ça peut aller déjà en colère, à un accident, à justement les bouchons, si les gens ont peur des embouteillages. On va pouvoir générer plein d'interactions et d'environnements qui vont plus ou moins stresser le patient. Des situations différentes pour cette première phobie. Ensuite, peut-être on va revenir après sur l'environnement. Bien sûr, oui, aucun souci. Donc ensuite, on a fait l'aérodromophobie, c'est la peur de l'avion, classique. Un avion, là on a pareil, on garde toujours le même principe. Praticien qui peut générer différents environnements, différentes interactions pour amener à la résolution de la peur de l'avion. Derrière, on va avoir l'arachnophobie. L'arachnophobie, c'est la peur des araignées. Exactement, tu as tout compris. Un grand classique. un grand classique, donc pareil, toujours plusieurs niveaux. Ça part de la petite araignée à la grosse migale à la fin si on est vraiment très courageux. On en a pour tout le monde. Ensuite, on a un programme pour l'agoraphobie. Donc l'agoraphobie, c'est la peur de la foule pour les gens qui sont situés. Et on s'est rendu compte malheureusement qu'avec le Covid, cette peur s'est énormément développée. Il y en a de plus en plus. Parce que les gens étaient isolés. C'est ça aussi. Exactement. Et toujours peur de la contamination. Oui. Donc c'est devenu une peur qui est de plus en plus présente. C'est pour ça qu'on a tenu à vraiment développer ce programme. Et ensuite, il en reste encore deux. On a l'acrophobie. L'acrophobie, donc c'est le vertige, comme on l'appelle plus communément. Pour moi, ça a été mon environnement préféré. Bon, ça c'est ma petite touche personnelle parce que justement j'ai été assujetti au vertige. Ah d'accord. Donc j'ai pu tester par moi-même finalement les protocoles. C'est celui que j'ai pu expérimenter. Donc moi je l'ai adoré. On commence, c'est ça que j'ai bien aimé, sur un mont de charge, on peut monter de 1 mètre à 6 mètres et le praticien nous faisait évoluer par niveau. Et à la fin, il y a des niveaux intermédiaires, je ne vais pas tout citer, mais à la fin on se retrouve sur une planche donc, qui est à plus de 25 mètres. Et pareil, donc on commence à la planche avec les barrières, après on n'a plus les barrières. Et là c'est très impressionnant parce que moi qui étais assujetti au vertige, en plus quand on a développé les niveaux, j'étais pas forcément on n'a pas commencé par les niveaux faciles, on a commencé directement par la planche et je devais donner mon aval, donc à chaque fois je montais sur la planche et j'étais vraiment pas bien. C'était incroyable. Et du coup tu l'as vaincu, petit aparté, tu l'as vaincu cette peur? Et du coup je l'ai vaincu, alors pas grâce à moi, j'ai travaillé avec un autre praticien qui utilisait notre programme Infobia et qui m'a fait des protocoles sur moi. Ça a été un peu notre bêta test. Et ça s'est très bien passé. Et la dernière qui est considérée comme une phobie mais qui n'a pas que cette utilité, c'est ce qu'on appelle la glossophobie. Et la glossophobie, c'est la prise de parole en public. Mais on peut faire tout simplement, sans aller jusqu'à la peur de parler en public, du coaching pour entraîner les gens. Donc on part de l'entretien d'embauche classique, une salle de théâtre. Il y a vraiment il y a tous les niveaux, il y a la salle de classe, il y a la salle d'entreprise, jusqu'à la salle de théâtre. Donc pareil, on peut incorporer le texte de la personne, on peut faire plein de choses. Et c'est assez impressionnant. Moi aussi, où j'ai eu un peu de mal, mais moins que le vertige, mais c'est celui-là. Donc ça veut dire pour vaincre le trac. Exactement, le trac, ou s'entraîner tout simplement. Pour travailler, on a travaillé avec des gens qui étaient spécialisés en éloquence. C'est une association aixoise. Et justement, pour eux, ça a été un superbe entraînement à s'entraîner avant les concours. Voilà, c'était la petite aparté sur les phobies développées. Oui, c'est très bien. Donc les 6 différentes phobies, moi je reviendrai un peu sur le questionnement. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à être praticien? Alors, là, on remonte le temps, je me rappelle presque plus. Non, mais il y a peut-être un lien, un besoin peut-être de combattre ces phobies ou juste par intérêt d'apprendre une nouvelle chose peut-être. Alors déjà, j'ai toujours été plus ou moins attiré par cet univers, mais c'est bien connu, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Oui. J'ai eu beaucoup de problématiques que j'ai essayé de régler de différentes façons. Et tu t'en doutes, c'est l'hypnose qui a fait que j'ai réussi à surmonter nombreuses de ces difficultés. Et quand j'ai découvert l'hypnose, j'ai dit non seulement ça m'a aidé, mais ça me plaît. Donc un besoin de partager aussi ton cheminement pour aider les autres en fait. Donc du coup maintenant. Donc ça nous fait venir, alors on a parlé au début de Infobia, tu as monté cette entreprise avec ton associé, ça fait combien de temps maintenant? Alors maintenant ça fait à peu près, parce que j'ai pas la date exacte, 1 an. Vous êtes sur le sujet? Ça fait 1 an qu'on est sur le sujet, ça fait plus de 6 mois qu'on a fini
fini. On n'a jamais fini. Non, on évolue. On a fini le premier, voilà, le premier prototype avec lequel on a travaillé pendant 6 mois de tests. Donc, on l'a testé avec différents praticiens. On a développé des partenariats avec certains praticiens qui ont pu l'essayer. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de diversifier les professions. Donc, on a eu du psychologue, on a eu du psychothérapeute, on a eu du coach, et moi qui m'occupais de la partie hypnose notamment. Pour vraiment toucher à peu près à toutes les professions qui peuvent en avoir besoin et pour avoir les retours différents. Donc tu t'en doutes bien, on en a eu plein, de choses à corriger. Et maintenant on arrive bientôt à ce jour sur la phase de commercialisation, c'est-à-dire qu'on a corrigé tout ça, on continue à tester, on a de plus en plus de praticiens qui sont équipés. Alors pour l'instant c'est au niveau régional. Donc à Aix. À Aix, exactement, Aix et Pays d'Aix. On est en train de se développer donc là au niveau national. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des petits points de chute qui apparaissent par-ci par-là. D'ici fin de 2022, on compte être bien équipé, implanté au niveau national pour ensuite attaquer l'international. Voilà le projet. Donc voilà le roadmap, si on peut parler en mode projet de votre démarche. Alors c'est bien parce qu'on aborde la partie un peu plus entrepreneuriat. Ça veut dire que vous avez été accompagné par la chambre de commerce à Aix ou par des sociétés de comment on dit, de jeunes pousses? Alors pas du tout. On a eu en fait Shakir, qui est donc spécialisé dans la réalité virtuelle, à une autre entreprise qui s'appelle Versus. Qui a servi vraiment de couveuse pour nous. Donc en fait c'est une société qui s'occupe donc Versus de développer des programmes pour les professionnels. Initialement ils font beaucoup par exemple de la visite virtuelle d'appartements. C'est ce qui n'a rien à voir, voilà. Mais partant de là, c'est cette société qui nous a servi de couveuse le temps de se déployer. Et de financer au début. Donc une diversification en fait, réutilisation de l'outil technique pour diversifier. Bien. Voilà, c'est parti comme ça au début, puis Infobia est né. C'est pas mal pour une gestation d'1 an. Après, comme tout entrepreneur, on part sur une idée, il faut la développer, l'étendre, et puis à un moment ou l'autre, se lancer. Ce que j'ai entendu sur Anne-Claire qu'on a interviewé la semaine dernière. Tu t'es lancé là, donc vous avez lancé officiellement depuis début septembre, c'est ça? Depuis le 11 septembre. Alors c'est une date qui est tombée au hasard pour le coup, on va voir avec les attentats, que ce soit bien clair. Mais ça a fait que le timing c'est tombé le 11 septembre pour la première journée porte ouverte qui a lancé le lancement officiel de Infobia. Et c'est comme ça un peu que j'ai un peu découvert par ce podcast aussi, donc c'est un peu un effet miroir ou un effet mise en abîme de podcast en podcast, je suis tombé dessus. Très bien. Écoute, c'est une bonne chose, c'est que ça marche. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc revenons sur le déploiement au niveau national d'Infobia. Comment vous fonctionnez? J'imagine des partenariats avec des professionnels, c'est ça? Alors en fait, 3 grands axes que l'on attaque. Le premier, c'est effectivement le praticien lambda qui veut être équipé de notre solution, qu'il soit psychologue, psychothérapeute, hypno, sophro, quelle que soit sa profession. Nous, on a des formules adaptées avec des formations. Le but, c'est pas juste de refouguer le matériel. On voit une solution complète. C'est-à-dire qu'avec la formation, l'accompagnement, on va l'accompagner jusqu'à l'installation de la solution dans son cabinet. Ça, donc, c'est vraiment pour les professionnels indépendants. Deuxième solution qui s'offre à nous, c'est les hôpitaux. Donc tout ce qui est hôpitaux et cliniques. Donc on est en train d'élaborer les premiers partenariats qui sont en train d'être mis en place. Donc je citerai pas de nom ni de ville, mais ça arrive prochainement. Donc là c'est notre système de fonctionnement, parce que derrière, généralement les hôpitaux ou du moins toutes les cliniques ont des instituts de recherche qui sont liés à ça et qui travaillent aussi donc en partenariat potentiellement avec nous sur le développement du produit. Le dernier axe qui arrive, c'est on est en train de mettre nous-mêmes en place donc du démarchage commercial pour par exemple les entreprises qui sont intéressées pour, j'ai n'importe quoi, le coaching, pour la prise de parole en public. Donc nous, on est en train d'avoir notre propre réseau qu'on avait avant et qu'on a développé au fur et à mesure, à qui on a présenté notre solution. On envoie directement des praticiens, donc des ambassadeurs de chez nous qui sont partenaires, qui sont formés. Le but, c'est pas nous d'aller travailler, nous on est là pour le produit, et ensuite on redispatche au niveau
des praticiens qui sont formés chez nous, et selon leur expérience, on leur donne des missions plus ou moins poussées. Ok, puis c'est la meilleure approche pour aborder de nouveaux clients, avec des clients satisfaits qui utilisent déjà le produit, qui sont, comme tu le viens de le dire, des ambassadeurs. Donc, pour faire un wrap-up sur les trois axes, donc les praticiens, donc que ce soit les différents thérapeutes, donc vous les formez et vous les accompagnez jusqu'à la mise en place de l'utilisation du casque. Ensuite, les hôpitaux, ce que j'ai compris avec les hôpitaux, ça veut dire qu'avec les hôpitaux, vous profitez aussi des centres universitaires pour peut-être faire un échange de bons procédés, si je peux appeler ça comme ça. Exactement. Donc programmation, j'imagine, ou les besoins par rapport à l'évolution de certaines maladies ou certaines phobies. Voilà, tout dépend des deux. Alors là, je vais pas trop rentrer sur ce terrain-là volontairement, des choses qui sont en train de se faire. D'accord. Maintenant, de là à dire quoi, je ne peux pas encore. Ah bah c'est très bien, mais alors je pense qu'on reviendra dans quelques mois ou au bout d'un an peut-être pour refaire un point ou rediscuter, hein. De toute façon c'est ouvert. Avec plaisir. Et le dernier, donc les entreprises, donc ça je pense que c'est assez intéressant aussi, c'est de bien en parler ici puisqu'on a quand même aussi pas mal de salariés ou d'autres d'entrepreneurs qui peuvent être intéressés par le sujet, donc c'est-à-dire ça a plus abordé sur le côté coaching, travail sur le track, donc c'est pour revenir sur les 6 phobies que vous suivez, sur la glossophobie, hein, c'est ça? Exactement, donc la peur de parler en public permet ainsi de former par exemple des cadres, on l'a déjà fait, donc de certaines entreprises, à prendre la parole devant un groupe, ou des futurs cadres justement, à les entraîner, à présenter un projet, à présenter, voilà. Okay. Donc ça, on a certains partenariats, même avec certaines universités, pour les préparations pour les oraux. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, donc on a la salle de classe qui est reconstituée, donc on peut faire vraiment des mises en situation comme si on était le jour de l'examen, poussant un peu la torture pour les personnes qui passent, pour faire monter le... Faut pas dire ça en tant que praticien. Non, voilà. Non, mais j'ai bien compris. Avec humour. Oui, bien je sais, c'est le but. C'est d'exposer la personne, oui. C'est de l'exposer, de l'entraîner sur tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Ça va du téléphone qui sonne à la personne qui bavarde, à la personne qui quitte la salle, tout ce qui pourrait la déranger ou la déstabiliser. Ok, ce qui est assez utilisé aussi lorsqu'on passe un oral, par exemple, on appelle ça des auditeurs qui ne lèvent pas la tête de sa feuille en fait. Le grand classique, et on croit qu'il écoute pas, et en fait il écoute, c'est celui qui écoute le plus quoi, et qui va revenir en fin de test. Enfin je pense, voilà, ça fait un peu le vécu là, ce que je raconte, mais bon, donc très bien. Donc Geoffrey, on a parlé donc 2022, donc à niveau national, donc vous profitez de votre réseau, et à l'international, comment ça se présente? Pour l'instant j'imagine vous n'avez pas encore, c'est pas encore... Alors, on a déjà commencé à travailler sur des versions multilingues, principalement l'anglais. Oui. Enfin, on a fait la partie de développement, recherche-développement. Maintenant, prospection, on n'a pas du tout commencé. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Terminons de nous installer confortablement à la maison, et après on ira chez les voisins. Oui, très bien. De toute façon, je pense que c'est aussi le but. Vous avez investi énormément, j'imagine, dans le développement. Il faut voir comment le marché local réagit. Donc après, vous attaquerez l'implantation à l'international. Voilà. Alors, on a parlé de la rentrée sur le marché français et après à l'international. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'on a discuté au début, sur tout ce qui est recherche et développement. On a vu combien de temps vous avez passé là-dessus. Vous étiez combien pour pouvoir développer ce prototype, le programmer et faire les tests? Alors, on était à la fois peu et pas beaucoup, et beaucoup. Enfin, on était beaucoup et peu à la fois. Voilà, ça que je voulais dire. On a une équipe fixe. C'est-à-dire que donc il y a l'équipe de Versus qui nous a soutenus dès le début, donc avec Shakir, Lat, c'est vraiment les gérants. Mais derrière on a eu donc 2 développeurs et graphistes à temps plein qui ont développé vraiment les environnements et toutes les fonctionnalités qui vont sur la tablette, parce qu'il y a une tablette donc, qui accompagne le casque pour que le praticien puisse gérer. Maintenant derrière on a fait appel à beaucoup de monde, ça c'est vraiment l'équipe fixe, c'est-à-dire qu'on était tous les 5 en permanence sur le projet. Derrière, on a fait appel à beaucoup de prestataires extérieurs et que ça sortait un peu de nos compétences ou qu'il fallait gagner du temps. Je crois, je vais dire un chiffre, mais on n'est pas loin, en tout cas, un peu plus de 20 prestataires différents qui sont intervenus sur le produit. Donc ça fait du monde. Mais il a fallu des psychologues pour avoir l'avis des psychologues, il a fallu des sophrologues, donc. Et à chaque fois, un avis ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une personne ne représente pas une profession, donc ça fait vite beaucoup de monde.
Donc, Donc ça fait finalement beaucoup de monde. Donc ça veut dire vous êtes sur le noyau du projet, 5 personnes, toi avec Shakir et 3 autres personnes, donc les développeurs IT, on va dire, et les graphistes, c'est ça? Exactement. Et après, Exactement. des pools externes, des intervenants extérieurs, donc une vingtaine, donc, pour donner la vue, j'imagine, quand vous avez fait des tests du produit, hein. On va pas parler de Ouais. Agile, mais dans le sens, c'est-à-dire vous avez fait une première version, est-ce que dans le bon sens, comment réagirait le marché, ainsi de suite, c'est ça donc. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a rien inventé. Ce processus existe déjà Bien par la sûr. thérapie et la réalité virtuelle. Mhm. On l'a amélioré. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce genre de technique de matériel revenait très cher. Mhm. Et les programmes commençaient à dater. Et surtout, ce qui me dérangeait, c'est que le praticien n'avait aucun contrôle. Il n'y avait D'accord. vraiment pas cet aspect de contrôle de tablette qui peut gérer tout ce qui se passe en direct, faire lever la main, faire baisser la main, enfin tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire, Euh, vous êtes inspiré du marché général médical, vous avez fait quelque chose, un produit customisé, et la possibilité, on va dire, aux praticiens comment dire, de contrôler l'interface ou de le customiser, donc suivant ses besoins, c'est ça? Alors, je vais un peu modifier ce que tu as dit. Le principe existe, c'est-à-dire que la réalité virtuelle dans la thérapie existe, notamment on l'utilise un peu au Canada, tout ça. Mhm. Le problème de ces machines, c'est qu'elles ne sont pas mobiles, c'est que pour avoir de la performance, il fallait un ordinateur, des capteurs de mouvement, enfin. Ah oui, ok. Donc en fait, ça existait, mais sur des versions antérieures de technologie. Donc dans un premier temps, on l'a adapté à la technologie actuelle, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Oui. On a fait une version mobile et légère. On a fait cet aspect donc contrôle qui n'existait pas, Ok. qu'on a rajouté, et on a vraiment travaillé sur la qualité des programmes. Donc, C'est-à-dire qu'on a vu des programmes qui existent déjà, il y en a 250, 300 sur ouf. le logiciel, Mhm. mais en fait ils sont pas détaillés en termes de graphisme, ils sont pas poussés. Mhm. Donc on a vraiment poussé la chose à son maximum. C'est pour ça qu'il a fallu beaucoup d'intervenants, parce que moi je dis n'importe quoi, l'araignée à gauche parce que je trouvais qu'elle était bien à gauche. Mais le psy me disait non, pour moi, pour travailler, il vaut mieux qu'elle soit à droite. Par rapport au Je sais pas cerveau, ah, oui, d'accord. Mais aussi dans le sens, parce que tu disais plus mobile, c'est-à-dire que, enfin moi j'ai l'image, peut-être tu peux me corriger là-dessus, un peu un petit déluvienne des fois, ou un appareil médical, ça va être une pièce dédiée avec l'équipement, et là votre équipement c'est sur une tablette reliée avec le casque, il me semble que c'est ce que j'avais entendu. Et encore relié sans fil, je tiens à le préciser, parce Voilà, que oui, les versions qui oui, sont en filaire. oui, avec le fil, avec tous les Donc on câbles est, qui traînent voilà, derrière, un peu comme... exactement. Donc là, c'est un casque sans fil, Mhm. avec les deux manettes sans fil Ok. et la tablette de contrôle sans fil. Voilà, on est resté vraiment sur quelque chose de léger. On a la housse de transport qui va avec. Donc Le une but, petite c'est que mallette. le praticien qui fasse du domicile, Ah oui. voilà, c'est une petite mallette et Oui. il peut venir où il veut. Et dans un ordre de... Est-ce qu'on peut parler de prix? Parce que bon, après je veux pas donner de prix précis, mais un équipement, plus c'est gros, j'imagine, si c'est un gros prestataire, ça peut être très très cher. Là, là c'est quoi? C'est un dixième du prix ou une petite mallette avec le casque, les manettes et comment on appelle, la tablette de contrôle? C'est quoi comment? Alors, la façon dont on travaille, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, Mhm. on n'apporte pas du matériel. Je veux D'accord. dire, si on apportait un casque, Oui, un casque, ça reste accessible. oui. On vend pas des casques. On Non. n'est pas là du tout. Ok, Voilà, c'est vraiment la solution qui est intérieure et c'est la solution qu'il y a autour. d'accord. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as bien compris, on accompagne le praticien pour les protocoles d'utilisation, les Mhm. contre-indications, enfin, tout ce qui va rentrer dans l'environnement du Oui. casque, on le forme. Mhm. Mais derrière, tous les mois, on a une plateforme donc, qui est dédiée, où on rajoute, on a souvent des webinaires, des interventions de praticiens qui utilisent, on Ok. a une bibliothèque, on a des rapports, on a des bilans, on a tout qui tombe régulièrement. Mhm. Un système un peu réseau social, où la Oui. personne peut dire, voilà, j'ai déjà rencontré tel cas, j'ai travaillé comme ça, ou ça marchait pas, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, très bien. Donc on Donc, a vraiment tout ça. donc ça veut dire une interaction, une évolution faite aussi par les praticiens au plus près du terrain en fait. Exactement. Mhm. Et donc, c'était très compliqué de mettre un prix sur tout ça, Ouais. parce que si on devait, enfin, je donne vraiment un ordre de prix là, mais qui est malheureusement concret, chiffrer le développement du logiciel en temps, en heures et les pratiques, ce que ça nous a coûté, on serait sur un logiciel qui serait facilement à 15-20 000 euros, Mhm. si on Ouais. devait l'évaluer. Donc, au lieu de faire ça, parce qu'on sait très bien que très peu pourraient se l'offrir, Ouais. seulement Les petits grosses structures, praticiens, ouais. on a mis en place un système de leasing, Ah, ok. donc avec un abonnement sur un an. Et le principe est simple.
C'est je prends mon casque, donc je paye X euros par mois, c'est entre 95 et 150 selon ce qu'on prend comme forfait. Donc entre 95 euros et 150 euros. Et on a toute la solution. En fait, on a vraiment les vidéos, on a la plateforme et le logiciel. Mais demain, dans un an, on change les casques. Hop, à la fin de l'année du contrat, on change les casques à la personne et elle repart sur un nouvel abonnement. Une nouvelle technologie, des meilleures interfaces graphiques, ainsi de suite. Ah, très bien. Donc c'est évolutif. Le praticien peut voir, suivant l'utilisation avec ses patients, s'il part sur un autre forfait ou s'il travaille sur d'autres sujets ou peut-être qu'il a complètement changé d'activité, mais pas principalement que des phobies. Bon, actuellement, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, comme tu as indiqué, avec le fait l'agoraphobie, ce que je peux bien me concevoir. Pour donner un chiffre d'idée, moi, ça fait 6 mois que j'utilise cette interface en cabinet. Je parle pas dans la recherche et développement, je parle vraiment en cabinet, pour faire vraiment un retour de terrain. Donc, pour donner une ordre d'idée, donc je vais parler par mois. J'étais environ à 10-12 phobies par mois en accompagnement. Sans faire de la pub autour, j'ai juste fait une page internet sur mon site où et le bouche à oreille. Je suis passé à 30 phobies par mois. Ouf. Donc, je fais quasiment que de la phobie. Parce que malheureusement, il se passe une chose déjà, c'est que de plus en plus les gens, et ça c'est malheureux, ont peur d'aller chez le psy. C'est quelque chose qui fait relativement peur de dire je fais une thérapie. Encore plus pour une phobie. Les gens ont très peur de dire ça, ils ont l'impression d'être fous alors que pas du tout. Ça nous arrive à tous. C'est un autre discours. Et donc en fait, ce casque amène autre chose, c'est que ça amène un côté, on quitte la thérapie. Les gens n'ont pas l'impression de faire une thérapie, ils ont l'impression presque de faire un jeu. Le côté ludique. Je suis allé jusqu'à 4 mètres. C'est ça. Là, il faut que j'aille jusqu'à 5 mètres. Voilà. Donc, on a tout un système de récompense dopaminique qui se met en place, plus du placebo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui font que les gens viennent plus volontiers parce que justement, c'est une thérapie, mais pour eux, ça n'a pas l'aspect d'une thérapie. Ok. On désacralise, j'exagère un petit peu, mais on désacralise un peu le divan et puis on a une approche un peu plus ludique avec le casque. Comme tu viens de lire, donc je pense que ça ne peut que marcher. Aborder ces problèmes de manière ludique, ça permet de se dire, voilà, on n'est pas fou, c'est pas l'image du divan un peu bizarre, quoi. Exactement, ce qu'on appelle de la TCC, de la thérapie, donc ce que font beaucoup les psychologues, de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est énormément, je suis au bureau ou sur le canapé et on parle pendant des heures et des heures. C'est très efficace. Attention, je dis pas le contraire parce que j'en ai moi-même fait, c'est ultra efficace. Mais par contre, les gens viennent, il y a un blocage. Ils ont un aspect, ça leur fait peur, c'est cet aspect du divan, comme tu dis. Alors que là, ils viennent, on est dans la salle, hop, ils mettent un casque, ils marchent sur la planche, après on passe au niveau supérieur, on lève ça devient un jeu. Ouais, ça devient un jeu et côté pratique. Et les résultats sont pour eux presque immédiats puisqu'ils se rendent compte qu'ils pensent pas s'ouvrir, ils sont plus dans du concret. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le côté... Bon, bien sûr, il y a peut-être certaines phobies où il faut aller faire un travail en profondeur. Pourquoi vous avez peur des chiens? Parce que ça ne remplace pas. Toutes les phobies demandent un travail derrière. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des protocoles. Une phobie, en général, 2 origines. Soit une origine, ce qu'on appelle post-traumatique, c'est-à-dire que la personne a eu un accident de la voiture, elle a peur de la voiture, donc il y a un traumatisme à traiter. Soit ce qu'on appelle une phobie, donc d'un surplus émotionnel, c'est qu'elle a plein de choses qui sont accumulées, il y a un blocage et la phobie c'est une soupape pour évacuer. Donc derrière, il y a toujours un travail à faire. Mais on le fait différemment. Et pour te donner des chiffres, comme ça parlera plus, en TCC, en hypnose, en sophrologie, on est sur 60 à 80% de réussite sur l'accompagnement phobique en France. Donc je te parle en France, j'ai pas les chiffres en Allemagne. On est entre 60 et 80% de réussite. Avec la solution de Phobia, quel que soit le praticien qui l'a utilisé, il a entre 70 et 94% de réussite. Voilà. Donc je pense que ça résume tout. Donc c'est un complément. Ça résume. Je pense qu'on a un peu résumé avec les chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres. Ça résume toute la thématique, et puis ça permet aussi d'arriver, c'est comme on dit toujours, les 20 derniers pourcents qui sont les plus difficiles à atteindre. Exactement. Ok, très bien. Bah, écoute, voilà ce qu'on propose aujourd'hui. Eh bien, écoute, Geoffrey, je suis ravi d'avoir découvert cette approche ludique, technologique, d'une thématique assez actuelle, je pense, les phobies. Comment on peut te retrouver, puisqu'on arrive un petit peu à la fin, là Alors, pas trop difficile, je suis assez présent un peu de partout. On peut me retrouver sur mon site internet, on peut me retrouver sur le site de Infobia. Je pense qu'ils seront cités sous le podcast. Oui, on les mettra dans l'article.
pour faire le Voilà. lien. Donc principalement par Donc, le tu site. vois, Hein. Le site, les réseaux sociaux, par téléphone, enfin, Ok, je pense que je te ferai une petite étiquette que tu pourras coller dessus si tu veux. très bien. Ce sera Très le plus bien. simple parce que voilà, Et- on me retrouve assez facilement, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, ben on va le mettre sur le blog associé à cet article, à ce podcast, pardon. Une dernière question, peut-être des participations sur des salons médicaux ou associés au médical? Ça arrive. Ça Alors, vient. avec le Covid, les salons, ça a été assez compliqué. Oui. Parce qu'on a développé ça pendant la période Covid, malheureusement. Mhm. Et donc, tout ce qui était salon, c'était relativement assez fermé ou compliqué de rentrer. Il y avait des grosses listes d'attente. Ouais. Parce qu'il y avait ceux de l'année dernière qui s'ajoutaient. Ouais. Mais c'est la suite, bien évidemment. Ça D'accord. arrive. Bah écoute, très bien, Geoffrey. Ravi d'avoir pu apprendre sur les phobies, sur la manière de les traiter. Je te remercie et je te dis à bientôt. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton accueil, pour ton intérêt. Et je te dis aussi à bientôt. Ciao. Et au plaisir, qui sait, un jour de se rencontrer en vrai. Ah ben oui, mais à l'occasion, Hambourg, l'Allemagne, n'hésite pas. Voilà. À très bientôt. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 26e épisode avec Geoffrey Lougassi, qui nous a parlé de Infobia, vous a plu. La semaine prochaine, pour l'épisode 27, nous allons de l'autre côté de l'océan, au Canada, à Montréal plus précisément, pour rencontrer Olivier Fortier, qui va nous présenter GoPirate. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ciao!